Salut à toutes et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette vidéo, on va aborder une notion tout aussi fondamentale que les structures conditionnelles, ce sont les boucles. Alors les boucles, à l'instar des structures conditionnelles, comme je l'ai dit, c'est vraiment une notion dont on va se servir en permanence et donc c'est vraiment primordial de savoir les maîtriser, de savoir ce qu'elles font et de connaître les différentes boucles qui existent. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai fait un projet vide, je vais maintenant mieux structurer mes projets. À chaque nouvelle vidéo, je vais faire un projet vide pour que les choses soient plus claires et plus limpide pour vous. Donc on va commencer tout de suite. Alors imaginons qu'on veuille afficher par exemple un message 3 fois à l'écran. Un message du type voilà, std cout bonjour tout le monde. Tout simplement un truc vraiment basique. L'idée ça serait, avec les notions qu'on connaît, qu'on a vues jusqu'à présent, ça serait tout simplement de faire un copier-coller de cette ligne et de la mettre 3 fois comme ceci. Donc là évidemment, si je lance mon programme, on va avoir bonjour tout le monde qui va s'afficher 3 fois. Alors néanmoins ici on a pas un petit problème, mais disons que intuitivement on se dit c'est quand même pas très pratique à chaque fois de répéter une ligne de code lorsqu'on a besoin de l'afficher plusieurs fois. Imaginons qu'on ait besoin d'afficher cette ligne 50 fois, il est évident qu'on va pas faire une copie 50 fois de la ligne. Et c'est là en fait qu'entrent en jeu les boucles. Alors en fait une boucle c'est quoi? En fait tout simplement une boucle c'est une instruction qui va se répéter un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'on décide en fait qu'elle s'arrête, qu'on décide par exemple qu'elle atteigne une valeur plafond ou qu'on décide via un autre moyen qu'elle s'arrête en fait. Donc la première boucle qu'on va voir c'est la boucle for. Et on va faire en sorte en fait que cette boucle for ait le même objectif que ces copies de ces 3 lignes, c'est-à-dire qu'elle affiche 3 fois en fait notre message bonjour tout le monde. Pour déclarer une boucle for, on tape le mot-clé for et en fait dans les parenthèses il va y avoir quelques paramètres qu'on va être obligé de préciser. Donc c'est un petit peu plus compliqué que les structures conditionnelles en if. Là, il va falloir préciser 3 choses. Il va falloir préciser à partir de quelle valeur on commence à boucler, la valeur jusqu'à laquelle on boucle et préciser, alors ça c'est pas forcément obligatoire, mais si on veut pas se retrouver avec une boucle infinie, d'ailleurs on verra ce que c'est qu'une boucle infinie, on va prendre un exemple et montrer à quel point en fait une boucle infinie est dangereuse. Le troisième paramètre en fait c'est l'incrémentation de la valeur en fait qui est la valeur sur laquelle on fait la boucle, c'est-à-dire la valeur qu'on initialise, à partir de laquelle on va commencer et à partir de quand en fait on décide que la boucle s'arrête. Ce qu'on va faire dans notre boucle for, dans les parenthèses, c'est qu'on va déclarer un integer qu'on va appeler i. En fait, i c'est un peu la norme, c'est comme ça, c'est i, c'est un peu i pour index, donc c'est logique, index 0, index 1, index 2, etc. jusqu'à ce qu'on atteigne l'index qu'on a défini et qui sera en fait la dernière valeur de cet index à laquelle la boucle for va s'arrêter. Donc là, on va l'initialiser à 0, i va être égal à 0 et 0, ça sera en fait la première itération, la première exécution de notre code. Maintenant, on va définir en fait à quelle valeur on veut que i s'arrête, donc i inférieur à 3. Alors attention, ne tombez pas dans le piège, là i ne va jamais atteindre 3. On va faire en sorte que la boucle s'arrête à 2, donc 2 c'est strictement inférieur à 3. Évidemment, il n'y a pas de nombre décimaux, ça n'aurait aucun sens. Si vous connaissez par exemple les matrices, c'est la notion de matrice, vous savez que dans une matrice, on a des lignes, on a des colonnes, donc on a un double indexage. En général, c'est i et j par convention. Et on a par exemple la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne, ou la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. On n'a pas quelque chose comme la 1,5e colonne ou la 2,5e ligne, ça n'a aucun sens. Donc là, on prend vraiment des entiers. Et pourquoi inférieur à 3? Parce que étant donné qu'on commence à 0, 0 étant la première itération, eh bien on va terminer à 2. Et du coup, on aura 0, 1, 2 et on a bien 3 itérations. Donc maintenant qu'on a précisé le début et la fin de notre boucle, on va préciser également qu'il faut incrémenter notre valeur de i. Effectivement, là, on a défini que notre valeur de i était égale à 0, mais si elle bouge pas, en fait, étant donné que le plafond en fait de notre boucle for, c'est 3, si la valeur i n'est jamais changée, si elle n'est jamais incrémentée, i ne va jamais changer de valeur, i va toujours être égal à 0 et du coup, il va exécuter le code de la boucle à l'infini. Donc pour remédier à cela, on va bien évidemment utiliser l'opérateur d'incrémentation plus plus. Donc on va incrémenter notre variable i à chaque fois de 1. Alors à l'instar des structures en if, en else, si dans notre boucle nous n'avons qu'une seule instruction, on peut la mettre sur la même ligne. Alors là, c'est ce qu'on va faire. Et du coup, on va copier notre message ici et on va simplement le mettre à la suite de notre boucle for, à l'intérieur de notre boucle for. Là, en fait, on est à l'intérieur de notre boucle for. Étant donné qu'on est sur la même ligne, qu'on n'a qu'une seule instruction, eh bien, il n'y a que ça qui va s'exécuter et ça fait partie vraiment de la boucle for. Donc là, pour montrer que ça fonctionne, au moment de l'exécution de notre programme, on va supprimer les lignes dont on n'a plus besoin. Et là, on va simplement exécuter notre code. Et voilà. Vous voyez bien qu'on a bonjour tout le monde qui s'affiche.
Alors, je repasse une fois dessus pour que vous compreniez bien ce qui se passe. On rentre dans notre boucle for. On a ici les paramètres de notre boucle for. On indique qu'on déclare une variable i qu'on va initialiser à 0, qui va être en fait le premier index. Donc la première itération de notre boucle va commencer à 0. À chaque fois, on vérifie en fait que la valeur de i est inférieure à 3 et on l'incrémente. Donc voilà par exemple ce qui va se passer lors de la première itération. Donc là, on a i égale 0. On fait une vérification, on voit que 0 c'est bien inférieur à 3. On exécute cette ligne de code. Ensuite, on repasse au début. Là, ici, en fait, ceci va être ignoré à chaque fois qu'on repasse sur la boucle. En fait, i ne va pas être réinitialisé à 0. En revanche, maintenant, on a i++ qui s'est exécuté. On a bien l'incrémentation qui s'est faite. Donc, on a i égale 1. On vérifie que 1 est bien inférieur à 3. C'est le cas. Donc, on exécute ceci. On revient au début. On va incrémenter i. Donc, maintenant, on va avoir i égale 2. On vérifie que 2 c'est bien inférieur à 3. C'est bien le cas. Et donc, on va exécuter cette ligne de code. Maintenant, i va être encore incrémenté de 1 et maintenant i est égal à 3. On vérifie que 3 est inférieur à 3. 3, ce n'est évidemment pas inférieur à 3. 3, c'est égal à 3. Et donc là, en fait, on va sortir de la boucle et en résumé, on va bien avoir notre message qui va s'afficher 3 fois et pas plus. Sachez que ceci est tout à fait possible. Regardez, je mets des accolades. Donc pour la propreté du code, on va sauter une ligne à chaque fois. Donc comme ceci, l'écriture est bien claire. Elle respecte bien les normes de syntaxe et d'écriture de C++, de n'importe quel langage de programmation d'ailleurs. On va un petit peu complexifier ceci. On va essayer d'afficher par exemple la table de multiplication de 3. Donc là, on ne veut pas commencer à 0 pour la table de multiplication. On se fiche un peu d'avoir le résultat de 0 fois 3 parce que 0 fois 3 de toute façon c'est égal à 0. Et donc on va commencer à 1. On va commencer à 1 et on veut en revanche cette fois aller jusqu'à 10. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on met 10 ou est-ce qu'on met 9? Est-ce qu'on met 11? Alors là, réfléchissons 2 secondes. Si on dit que 10 est la valeur plafond et qu'on veut aller jusqu'à une valeur qui est strictement inférieure à 10, et bien là en fait on va avoir notre table qui va s'afficher uniquement jusqu'à 9. On a deux solutions. Soit on change notre opérateur et on lui dit qu'on veut aller jusqu'à une valeur qui est inférieure ou égale à 10 et dans ces cas-là il va également afficher la table de 3 par 10. Ou alors on reste sur l'opérateur strictement inférieur et on change notre valeur 10 en 11. Donc on va rester sur ça. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire i fois 3. Voilà. Regardons que ça se passe comme prévu. Et voilà. On a bien notre table de 3 qui s'affiche. Donc là, on a 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, jusqu'à 3 fois 10. Alors si je repasse encore une fois sur notre boucle pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc on initialise notre valeur de départ qui est i à 1. À chaque itération de boucle, on vérifie que i est bien supérieur à 11 et on incrémente. Donc on va avoir ça qui va s'exécuter une fois, donc on va avoir 1 fois 3. Ensuite on incrémente, on a i égale 2, donc 2 c'est bien inférieur à 11, donc on a 2 fois 3, on a bien 6 qui va s'afficher, etc. etc. jusqu'à ce que la valeur de i arrive à 10 et à ce moment-là ça sera la dernière exécution parce que évidemment lorsqu'on arrive à 11, 11 ce n'est plus inférieur à 11 et du coup on sortira de notre boucle. Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle les boucles imbriquées. Donc en anglais, ce sont les nested loops. En fait, les nested loops, les boucles imbriquées, ce sont des boucles for dans des boucles for. Donc on peut aussi, on verra par la suite, faire des boucles imbriquées de while. Donc on peut faire des while dans des while. Ça, c'est pas très conseillé parce que vous verrez qu'il y a une petite différence entre les for et les while. Mais imaginons maintenant qu'on veuille afficher toutes les tables de 1 jusqu'à 10. Alors pour ce faire, on va faire une boucle dans une boucle. Donc on appelle ça une boucle imbriquée. On va faire for int i égale 0, i inférieur, donc jusqu'où on veut aller. Là, on va modifier le i en j. Voilà, c'est encore une norme. I et j, ce sont souvent les deux index premiers qu'on choisit pour indexer une boucle ou une matrice ou un tableau en 2 dimensions. Donc là, on va tabuler tout ça. Voilà. Donc là, la première boucle, en fait, elle indique le nombre de tables de multiplication. Elle n'indique pas en fait les valeurs de chaque table. Elle indique vraiment toutes les tables jusqu'où on va. Donc on va commencer par la table de 1. On va aller jusqu'à la table de 10. Donc notre valeur va s'arrêter à 10, inférieure strictement à 11. Et on va incrémenter notre i. Donc là, on va rajouter des accolades. Ici, on va rajouter une deuxième parce qu'on a vraiment une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher i fois j. Donc là, je récapitule. Notre première boucle indexée à i, ça représente le nombre de tables. Notre boucle indexée à j, ça représente la valeur de chaque table. Donc à chaque fois, en fait, qu'on va rentrer dans notre première boucle, on va avoir ceci qui va s'exécuter cycliquement 10 fois pour ensuite revenir à la première boucle, incrémenter la valeur de i, et recommencer avec cette boucle-là qui va encore cycliquement s'exécuter 10 fois. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un séparateur entre chaque table pour bien différencier la table de 1, de 2, de 3, etc. On va donc mettre un message de ce style. Donc là, ce qu'on peut faire, en fait, c'est mettre, par exemple, une série de tirés du bas pour comprendre qu'on met un séparateur, en fait. Donc là, vous voyez que je ne le mets pas dans la boucle qui est indexée à J, je le mets à la fin de la boucle qui est indexée à I. Parce que, comme je vous l'ai dit, ceci
va s'exécuter cycliquement. Ça va exécuter 10 fois ce code-là, cette boucle-là. Et une fois qu'on en sort, en fait, ça va afficher le séparateur et on va recommencer, on va revenir au début, on va incrémenter i et on va réincrémenter j 10 fois, etc., etc. Donc là, regardez, si je lance le programme, voilà, on a bien toutes nos tables qui s'affichent. Donc la table de 1, 1 fois 1, 1 fois 2, etc. 2 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 1, 3 fois 2 jusqu'à 10, 4, 4 fois 1, 4 fois 2, 5 fois 1, 5 fois 2, etc. Jusqu'à la table de 10, donc 10 fois 1, 10 fois 2 et 10 fois 10. Voilà, donc je vais essayer d'expliquer un petit peu plus en détail ce qui se passe si vous n'avez pas compris. Je vais mettre en commentaire, ceci va se répéter 10 fois. Et je vais mettre le séparateur ici. Fin de la répétition. Voilà ce qu'il faut comprendre en fait. Il faut comprendre que on rentre dans la boucle. Pour l'instant, on a i égale 1. Et on va exécuter en fait j 10 fois. Donc on va avoir une fois 1, une fois 2, une fois 3, une fois 4. Et en fait, la valeur incrémentée 2, 3, 4, ça correspond à j. Donc on va bien avoir notre première table qui va s'afficher ici, la table de 1. On va sortir de la boucle for j. On va afficher ce message. Et en fait, on va retourner au début. On va incrémenter i de 1. Donc on va avoir i égale 2. Et là, on va avoir notre code encore, notre seconde boucle indexé à j, qui va encore s'exécuter 10 fois, mais cette fois avec la valeur de i qui est égale à 2, donc on va avoir bien la table de 2, 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, etc. jusqu'à 10, et tout ceci va se répéter jusqu'à ce qu'on atteigne en fait la table de 10, et à ce moment-là, une fois qu'on aura atteint la table de 10, lorsque i sera égal à 11, eh bien on sortira totalement des deux boucles. Voilà. Alors passons à un autre type de boucle, donc les boucles while. Donc on va commenter toute notre boucle for. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une boucle while et quelle est la différence surtout avec une boucle for? Alors en fait, une boucle while, c'est un peu le même principe. C'est une instruction qui va boucler jusqu'à ce qu'on décide d'un plafond de valeur ou qu'on décide volontairement d'en sortir à travers une ligne de code par exemple ou une condition qui aurait été définie par l'utilisateur, enfin celui qui a déclaré la boucle while. La différence entre une boucle while et une boucle for, en fait principalement, c'est qu'une boucle while, à la différence d'une boucle for où on sait la valeur plafond, où on sait où est-ce qu'on va s'arrêter, à partir de quelle valeur on va sortir de la boucle while, ce n'est pas nécessairement précisé, on ne le sait pas forcément. Par exemple, si je déclare une variable de type bool que j'appelle condition, que je définis à true, et ensuite je déclare ma boucle while, donc while, c'est comme la boucle for, le mot-clé while. Là, en revanche, donc dans les conditions, on va uniquement préciser la variable sur laquelle on fait le test, en l'occurrence condition. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de plafond, on ne déclare pas un entier qu'on initialise à 0 ou à une autre valeur, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas d'incrémentation. Une boucle while, c'est simplement ça. Un corps. Donc la boucle while, c'est mieux de mettre un corps parce qu'en général, il n'y a pas qu'une seule instruction à l'intérieur. Et là, par exemple, ce que j'ai dit, c'est que while condition, donc en fait, ceci là c'est un petit peu nouveau pour vous. While condition, ça veut dire tant que la condition est vraie. Tant que condition est vraie, en fait. Ça, c'est exactement la même chose que ça. While condition égale true. Le raccourci, c'est de faire comme ça. Là, en gros, c'est tant que condition renvoie une valeur true, alors je reste dans la boucle et j'exécute ce qu'il y a dans la boucle. Donc là, par exemple, on pourrait afficher un message std cout, la valeur de condition est vraie. Là, en fait, on a un gros problème dans cette boucle, c'est qu'il n'y a rien qui lui précise à quel moment s'arrêter, à quel moment en sortir. Notre variable est initialisée à true et elle va le rester. Donc si on exécute ceci, voilà, regardez. On a une boucle infinie et ça c'est très mauvais. Il faut vraiment faire attention de ne pas avoir une boucle infinie qui traîne quelque part dans votre programme parce que franchement ça va tout faire planter. Ça veut dire que même si vous faites du multithreading, ce qu'on verra plus tard, bien plus tard parce que vraiment c'est une notion assez avancée en C++, ça veut dire qu'en fait en gros on répartit en fait notre programme en plusieurs threads. Même si vous faites du multithreading, le fait est que une boucle infinie elle va vraiment ne jamais s'arrêter et si vous avez d'autres threads qui sont connectés à celle-ci, elles ne vont jamais s'exécuter ou jamais s'arrêter non plus. Donc là, vraiment, c'est la pire chose, c'est une des pires choses pour un programmateur. C'est vraiment le chat noir des programmateurs, ce sont les boucles infinies, quoi. Donc là, être obligé de l'arrêter à la main en fermant la fenêtre. Donc là, en fait, ce qu'il faut dans une boucle while, c'est à un moment donné, lui préciser qu'il y a une modification de l'état de condition pour pouvoir en sortir. Là, regardez, si je fais condition égale false, maintenant, je relance mon programme. Ah, c'est mieux.
on a la ligne d'instruction qui s'affiche qu'une seule fois. Et oui, parce que regardez, là, on initialise notre variable condition à true. On rentre dans la boucle. Donc là, on teste. Évidemment, la condition est vraie. Donc on rentre quand même une fois dedans. On a l'affichage du message, la condition est vraie. Mais tout de suite après, on modifie la valeur de notre variable condition et on la met à false. Donc du coup, lorsqu'on va revenir dans la boucle while et qu'on va tester condition, étant donné que maintenant elle est false, elle n'est plus true, eh bien on va sortir, on va arrêter d'exécuter ce qu'il y a dans la boucle. Donc on pourrait prendre un autre exemple. Int itération égale 0. Là, on va tester itération en disant, voilà, tant que itération est inférieure à 10, on va dire la valeur est inférieure à 10. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire condition plus plus. Pardon, itération plus plus. Et là, en fait, on a bien précisé à un moment donné, à un endroit à l'intérieur de la boucle while, qu'on modifiait itération, qu'on l'incrémentait. Et du coup, en fait, on s'assure, on garantit dans notre programme que notre boucle while ne sera jamais infinie. Là, regardez, si j'affiche, je lance le programme, on a bien la valeur est inférieure à 10 qui s'est affichée 10 fois. Parce qu'on a une modification de l'état de la variable, itération, on l'incrémente et du coup on s'assure qu'à un moment donné, on va sortir de cette boucle. Alors les derniers types de boucles maintenant, ce sont les boucles do while. Donc on va, pareil, commenter ceci. Alors les boucles do while ont une syntaxe un petit peu différente. Il faut commencer par le mot-clé do. Et là en fait, directement, on met le corps et c'est qu'à la suite, après les accolades, qu'on précise en fait les conditions. Donc while, par exemple, itération inférieure à 10. Alors, la différence entre une boucle while et une boucle do while, c'est très simple. Il n'y en a qu'une, en fait. Une boucle do while, c'est une boucle while un petit peu spéciale. En fait, ce qu'elle fait, c'est que, quelle que soit la condition, quel que soit le résultat de la condition, qu'elle soit vraie ou fausse, elle va au moins exécuter le code, donc les instructions qui se trouvent dans la boucle, une fois. C'est-à-dire que là, regardez, si je mets int itération à 100, par exemple, et que j'affiche le même message que tout à l'heure, en fait, notre message, là, on a notre variable qui vaut 100. Dans les conditions de la boucle do while, on lui précise, tant que itération est inférieure à 10, tu affiches ce message. Mais notre variable, elle est là 100. Donc en fait, on ne rentre jamais dans ces conditions-là. Cette condition est toujours fausse. Néanmoins, si on exécute le programme... Oh, j'ai fait une erreur. Ah oui. J'ai oublié le point-virgule. Donc là, si on exécute le programme, c'est bizarre. On voit que le message s'est affiché, l'instruction à l'intérieur de notre boucle do while s'est bien exécutée. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous le disais, peu importe le résultat de la vérification, de la condition, une boucle do while affiche toujours au moins une fois l'instruction qui se trouve à l'intérieur. Donc là, que notre variable soit égale à 100 ou qu'elle soit égale à 1000, qu'elle soit supérieure à 10, peu importe en fait, notre boucle do while va au moins s'exécuter une fois. En revanche, elle ne va s'exécuter qu'une seule fois, puisque là, on rentre une fois, ok, on exécute, très bien. Bon, là, on fait la vérification et on voit que notre valeur, elle est supérieure à 10. Et donc, du coup, la boucle do while, on va en sortir immédiatement. On va l'afficher une fois et on va en sortir tout de suite. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Ça fait quand même pas mal de choses à digérer. Il y a encore énormément de choses à voir en rapport avec les boucles do while, les boucles while, les boucles for. Enfin, on a vu les bases, on a vu les fondamentaux. Il faut savoir qu'on va en avoir l'utilité extrêmement souvent. Donc, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!